Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Le Point, vous le savez, mesdames et messieurs, est cette tribune consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour passer au crible les sujets ayant marqué la semaine. Ce soir, nous allons être fidèles également à ce principe. Nous allons recevoir pour vous ce soir le pasteur Edo Kwame, président, fondateur du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir d'être parmi vous. Voilà. Également sur ce plateau, Gérard Akoumé. Il est le porte-parole du Parti des travailleurs, des démocrates, pardon. Oui. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Et votre parti? Le parti se porte très bien. Très bien. Et c'est un plaisir quand même d'être sur ce plateau pour la première fois. Voilà. Une émission qu'on suit beaucoup. Voilà. Pour vous encourager à aller de l'avant. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons nous apaisantir sur trois principaux sujets. Le premier sujet sera relatif à l'organisation des élections locales au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en milieu de semaine, le président de la République a rencontré les têtes couronnées du Togo, histoire de parler de ces élections locales. En deuxième partie, on reviendra sur le problème toujours qui résiste au sein de l'opposition avec ce chapeau, avec cette casquette ou cette étiquette de chef de file de l'opposition. Et enfin, en troisième partie, sera question, mesdames et messieurs, de parler des conditions de vie en prison. Nous avons des personnes averties qui savent de quoi il est question. Et c'est comme ça que nous allons planter, mesdames et messieurs, définitivement le décor de cette émission. Voilà, pour le premier sujet, comme je le disais, sera relatif à l'organisation des locales au pays. C'est la traîne depuis plusieurs mois déjà qu'on attend ces locales. Pasteur Edo Kwame, le président de la République, Fabrice Osinamia-Simbi, a rencontré en semaine les chefs traditionnels, c'est-à-dire les têtes couronnées, pour parler de ce problème. La démarche du chef de l'État dérange déjà certaines parties de l'opposition. Je ne sais pas, en tant que défenseur de l'homme, et comment vous voyez cette situation déjà? Non, je crois qu'il faut d'abord se féliciter que ces derniers jours, le sujet sur l'organisation des élections locales revient d'une manière récurrente sur le tapis. Et je crois que c'est de bonne guerre parce qu'il y a plus presque 3 décennies, une trentaine d'années, c'est ça, voilà, que nous avons organisé les élections locales. Et ce qui fait que les collectivités locales ne sont pas gérées elles-mêmes et que cela est un frein au développement communautaire. Et c'est très important depuis l'accord politique global du 20 août 2006. Ça faisait partie d'ailleurs des engagements qui ont été pris pour que les élections locales soient organisées. Je crois qu'il y a tellement de pression, on en parle un peu partout, parce que les partenaires même ne sont pas d'accord que le Togo soit l'un de ces pays, enfin, le seul pays aujourd'hui qui n'est plus connu d'élections locales, alors que ces élections-là sont le fondement d'une démocratie à la base. Donc je crois quand même que ces derniers temps, les pressions sont énormes et on en parle partout. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une amorce qui est faite avec le chef de l'État qui vient de rencontrer les chefs traditionnels. Voilà. C'est bien la démarche, c'est vrai quand même qu'un chef d'État puisse décider de rencontrer les populations et de leur parler. Mais on aurait souhaité quand même que, comme c'est le départ, c'est le starting block de cette... de la phase, une phase préliminaire de l'organisation de ces élections, il aurait fallu quand même que le chef de l'État puisse appeler, puisse convoquer, enfin pas une rencontre entre les acteurs politiques pour que certains aspects soient énumérés avec les acteurs politiques avant qu'on ne rencontre les populations. Tout compte fait, il va falloir quand même, c'est des actes politiques, vous savez, l'homme est un animal politique et tout acte que les acteurs politiques posent a un intérêt. Voilà. A un intérêt. Donc il va falloir quand même que du côté de l'opposition, qu'on ne se limite pas, à contester. Il va falloir quand même que l'opposition aussi se mêle dans la danse, voilà, pour aller vers les populations. Voilà, on en reviendra. Gérard Akoumé, vous suivez également de près cette situation parce que les élections locales concernent tous les Togolais, concernent également votre parti politique parce que c'est très important pour avoir une certaine assise. Mais comment jugez-vous déjà cette démarche du chef de l'État? Tout à fait. La démarche du chef de l'État, ou bien de M. Fogna Sibekti, comme nous l'appelons, est mal parti pour la simple raison que l'accord politique global prévoit d'abord que toute cette démarche soient faites d'une manière consensuelle.
Et ce n'est pas le cas. Premièrement, au Parti des démocrates, nous nous indignons du fait que ces garants des us et coutumes aient été convoqués d'une manière manu militari. Voilà. Et quand on tient les contours même de comment ils étaient traités à cette rencontre, ce n'était pas la peine. Et secondo, nous disons une chose. La démocratie doit s'installer à la base. C'est clair. Mais au jour d'aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que ces chefs traditionnels ou de village, de quartier, sont légitimes? Voilà. Parce que ces problèmes-là se posent avec acuité dans certains villages, dans certains cantons, comme quoi les populations ne n'acceptent pas, n'est-ce pas, ces chefs. Est-ce qu'à travers ces chefs-là, on peut porter un message que les populations acceptent? Non. On nous parle de feu de roue. Quel feu de roue? Ça a été décidé entre qui? Donc nous, au Parti démocrate, c'est très clair que nous n'avons pas d'approche électoraliste. Donc nous disons que c'est un non-événement. Mais il faudrait que des gens se comprennent que quand on parle des, comment on dit, des garants des us et coutumes, il faut quand même leur accorder un respect. Et ce respect-là, nous ne l'avons pas senti dans la démarche de M. Fogna Singbe. C'est quoi, ce respect n'a pas été senti du fait qu'ils ont été convoqués? Est-ce que c'est le chef d'État qui devait aller vers ces personnes? Ils sont nombreux. Nombreux ou pas, il y a quand même des canaux qu'on peut utiliser pour aller vers ces gens-là. Et il me semble qu'ils ont aussi des regroupements un peu partout. Voilà. Donc ces regroupements-là peuvent accueillir le chef de l'État ou ses émissaires pour leur parler de tel ou de tel. Mais le problème, même à la base, est-ce que ces gens-là ont une grande écoute dans leur localité? Oui, je ne pense pas. On en reviendra sur cet aspect de la chose parce que de quoi il pose un problème de légitimité d'abord même de ces chefs traditionnels. Oui, oui, bien sûr. Je crois quand même que la démarche du chef de l'État, Fogna Singbe, est déjà électoraliste. Et c'est vrai que ça fausse le débat. Mais je l'ai dit que les politiciens aiment poser des actes avec intérêt. Maintenant, ce qui est important, ce qu'il a soulevé, est que j'ai le plaisir d'aborder, c'est la légitimité des chefs traditionnels. C'est vrai quand même que dans plusieurs contrées, ces chefs traditionnels souffrent de la légitimité et ne sont plus souvent écoutés. Parce que, à qui la faute? À qui la faute? Oui, je crois que la plupart des chefs traditionnels, sont sincères, ont été cooptés ou imposés? Ont été imposés parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces villages, des problèmes de chefferie. C'est vrai quand même qu'avec l'actuel ministre, depuis le ministre Pascal Bozona, et autres, il y a eu quand même certains critères, mais qui ne sont pas toujours respectés. Mais avec l'actuel, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour pouvoir écouter toutes les parties prenantes à ce genre de choses pour qu'on puisse quand même, ces chefs-là puissent rassembler au moins pas la majorité, enfin pas la totalité des habitants de ces contrées, mais au moins la majorité. Mais ce qui n'est pas le cas. Et ça fait qu'ils ne seront pas en mesure de passer le message. Le message qu'ils ont reçu du chef de l'État, comment passer ces messages, je crois quand même qu'on aurait souhaité, je l'ai déjà dit, on aurait souhaité que d'une manière consensuelle, parce que les chefs traditionnels ne sont pas des acteurs politiques, c'est des acteurs traditionnels. Donc, ils sont pour tous les partis politiques. Mais quand le chef de l'État le fait comme ça, vous savez, souvent avec une casquette qu'on connaît, et donc c'est comme si on est en train d'une manière unilatérale, on est en train d'imposer cette vision aux populations. Mais je vous dis souvent, que je vous ai déjà dit que l'approche, le fait que le chef de l'État puisse parler au chef traditionnel n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais c'est que, comme il a dit, il y a le respect des chefs traditionnels mais le respect, comment est-ce qu'il va falloir sillonner? C'est tout le topo. Selon les informations que nous avons, il y a eu des mauvais traitements. Des mauvais traitements, on nous a fait cas. Moi, je ne peux pas dire exactement comment les choses sont passées, mais selon les informations que nous avons... Est-ce que les chefs même ne sont pas comptables de cette situation? Ils ne sont pas responsables, je dirais, de cette situation? Ils sont responsables de cette situation pour le simple fait que depuis longtemps, ils ont fait le jeu de ce régime en place. Voilà. Un régime cinquantenaire qui refuse de lâcher du lest pour que les choses puissent évoluer. Moi, je me dis que c'est un passage en force que le RPT uni veut faire
Mais il faudrait qu'ils comprennent que ça ne passera plus. Qu'est-ce qui ne passera plus? C'est-à-dire par rapport Les passages en force, parce que comme on devait le faire d'une manière consensuelle, comme on devait le faire dans les normes, ce régime est habitué toujours à faire les choses à l'envers. C'est pourquoi on veut passer par ces moyens-là et bluffer la communauté intérieure comme quoi nous faisons bien la chose, nous avons informé les gens et après opérer un passage en force. Au moment où, comment on dit, les règles de jeu ne sont pas bien définies, d'une manière unilatérale, vous verrez que du jour au lendemain, ils vont les organiser. C'est pourquoi nous disons au parti, les démocrates, qu'il n'est point besoin d'une quelconque élection avec le RPT uni sans les réformes sérieuses. Oui, mais c'est clair et net. Ce sont des réformes qui sont amorcées avec la préparation. Ils ont parlé de décentralisation. Décentralisation, voilà. Je ne refuse pas que ce ne soit pas des réformes. Ça veut dire que quand on nous dit qu'on doit préparer, n'est-ce pas, la pâte, il faut d'abord mettre de l'eau, faire le feu, mettre de l'eau dessus, apporter sa farine quelque part, avant de commencer par parler de pâte. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est le feu qu'on a fait premièrement? Est-ce que l'opposition même ne prête pas le flanc à cette situation? Est-ce que pas l'opposition dans sa grande composition ne prête pas le flanc? Pas du oui, parce tout. qu'aujourd'hui il y a un problème de leadership. Vous, au parti des démocrates, qu'est-ce que vous faites? Pasteur Janvier, qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Parce que est-ce qu'on va se limiter juste à condamner, à dénoncer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on le dit, le tigre ne crie pas sa territoire. Voilà. De toute manière, les démarches que le parti démocrate est en train de mener en ce moment, c'est en sourdine, mais bientôt les gens seront édifiés. Nous avons déjà écrit même à plusieurs formations. C'est une démarche unilatérale? Unilatérale comment? Nous voulons que l'opposition togolaise parle d'une seule et unique fois. Si les gens sont là à tirer à boulet rouge sur l'opposition, c'est un faux problème. Qu'on le veuille ou non. Mais c'est l'opposition qui tire sur elle-même. C'est des histoires, tout ça là. C'est souvent vous, les journalistes, qui agrémentez les choses. Vous argumentez d'une manière que l'autre se sent frustré et il y a de ces petits couacs là un peu partout. Nous, au Parti démocrate, nous vous disons que c'est la fin de la récréation. Les acteurs de l'opposition togolaise savent qui est leur adversaire. Ils ne vont plus se tromper d'adversaire. La démarche est là, c'est en cours. Et on la constate. Vous la constatez très bientôt. Pas de réaction? Oui, mais la réaction, c'est que, justement, je crois quand même que nous avons attendu les élections locales. Si le moment est venu pour qu'on puisse y aller, je crois que le parti au pouvoir doit entendre raison pour qu'il y ait une concertation nationale sur le sujet, pour que nous puissions aller à des élections qui ne souffrent de contestation. Je suis parfaitement d'accord. Mais quant à ce qui concerne l'opposition, s'il faut le dire, c'est vrai quand même aujourd'hui, le peuple togolais connaît l'opposition. C'est vrai quand même qu'il y a eu... La vraie ou quoi? Non, quand on dit la vraie, je dis connaît l'opposition. On connaît ses problèmes. Bien sûr. Pendant ce qui est lieu de faire aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut que du côté de l'opposition, comme il le dit, que les démarches soient unanimes, soient unitaires, et qu'on puisse voir exactement ce qu'il y a en face. Parce que c'est vrai, que ce soit des coups de force, des passages en force, il y en aura certainement. Dans toute démocratie, même un peu partout, il y en aura. Mais quand il y a le boulevard, quand vous voulez mener un coup de force et qu'il y a un boulevard en face de vous, le coup de force est tellement facile. Voilà. Un peu partout. Voilà. Bon, donc, il va falloir quand même, s'il y a un obstacle en face, le coup de force est difficile, et voire même impossible. Est-ce que la presse est responsable de cette situation? Pardon? La presse est responsable de cette situation? La presse, vous savez, la presse, le quatrième pouvoir joue son rôle. C'est vrai quand même qu'un peu partout, il y a de la presse, la presse qui est pour l'opposition, qui est pour le pouvoir. C'est vrai quand même que ce que nous demandons, c'est que cette presse-là puisse édifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, la presse édifie. C'est vrai quand même qu'il y a les dérapages, mais la presse continue pas à édifier. Et il revient aux acteurs politiques d'en tirer leur part. Et on ne peut pas accuser la presse aujourd'hui d'être à l'origine de la division de l'opposition. Mais quand il y a une faille, la presse ne peut que parce que là, dès qu'il y a une fissure, la presse ne peut que rentrer dedans. Mais s'il n'y a pas de fissure, la presse ne rentrera pas. Donc c'est pour dire que l'étape
l'étape de la première étape que nous venons de voir avec le chef de l'État nous paraît un peu ambigu, et il va falloir que rapidement que tous ces acteurs politiques, le parti au pouvoir et l'opposition puissent s'entendre, comme il a dit, pour que nous puissions aller à des élections, parce que il y a question des collectivités locales. Et c'est, comme nous l'avions déjà dit, c'est la démocratie à la base, et nous n'avons pas le droit de fausser les bases. De fausser les bases. Réaction? Oui, comme il apporte de l'eau à mon moulin, comme je l'ai dit tantôt, il ne faudrait pas penser toujours que c'est l'opposition qui fait mal. Comme je l'ai dit tantôt, l'opposition est responsable et c'est où elle va. Je vous dis que ce n'est pas... Quelle opposition aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs oppositions. On ne sait plus s'il y a une opposition. Je parle de l'opposition. Voilà. Quand on dit l'opposition, d'aucuns savent. Le peuple togolais, on est confus. On ne sait plus. Il n'y a aucune confusion. C'est des gens même qui volontairement créent cette confusion pour faire croire aux gens que l'opposition est plurielle, l'opposition est multiple. Quand par exemple un candidat, par exemple à une certaine élection, dit que les élections ne sont pas bien passées, dans le même temps il reconnaît. Comment vous voulez que ça se traduise? Qui reconnaît que les élections sont bien passées? Vous savez de qui je parle, hein? Vous savez de qui je parle. Donc, c'est aujourd'hui au Togo. Tout le monde sait que les élections qui se sont déroulées dernièrement au Togo, c'est un non-événement. Fort Gnassingbé, c'est qui n'a pas gagné. Donc c'est un débat qui est une partie de l'opposition a reconnu sa victoire. C'est des histoires. C'est des histoires. Voilà. En tenons-nous maintenant à la question des réformes, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, selon vous, pour que nous puissions aboutir à des bonnes réformes au Togo? Ce que nous voulons faire pour aboutir à des bonnes réformes, au fait, quand on parle même des réformes, le problème ne se pose même pas. Parce que M. Faure Gnassingbé a pris l'engagement de faire ces réformes. Et il n'a pas besoin d'un jardin derrière pour faire ces réformes. C'est une question de bonne volonté. Il ne l'a pas. Donc il sait qu'il ne l'a pas. Bon, nous demandons seulement au peuple souverain de prendre ses responsabilités pour que les choses aillent mieux, pour que les lignes bougent. C'est très clair. Puisque les accords sont là, il suffit seulement de les appliquer. On nous parle de l'opposition qui n'a pas déposé de projet de loi sur les réformes à l'Assemblée ou quelque chose qui n'a pas été fait à temps. Quand le projet passait à l'Assemblée nationale, qui a voté contre? C'est le RPT uni. Donc c'est un faux problème. Si on veut opérer des réformes avec une bonne volonté... Pas dû, par exemple, aux conditions que pose aussi l'opposition. Quelles conditions l'opposition? Il faut faire des concessions. Hein, il faut faire des concessions. Quelles concessions? Parce que la chose a été déjà bien débattue. Les documents sont là dessus. Nous en sommes là aujourd'hui parce qu'on a l'impression que l'opposition n'a pas fait des concessions à un certain niveau. Ce n'est pas une question de concession. Je vous dis et je vous rappelle que M. Faure Gnassingbé a lui-même, personne n'est allé le pousser. Il a pris des engagements. Autant qu'il faut respecter ces engagements, c'est simple. Voilà. Non, je suis de cet avis parce que quand on prend un engagement, un honnête homme, il faut le respecter. C'est la troisième fois qu'il a pris cet engagement. Et moi, je profite de cette occasion pour demander au chef de l'État d'honorer ses engagements. Mais je crois quand même que c'est ça qui fait la force des grands hommes. Quand vous savez honorer vos engagements, ça fait de vous des grands hommes. Et je crois que le chef de l'État a encore comment on l'appelle, il a encore l'opportunité de pouvoir le faire pour que le Togo, le processus démocratique puisse aussi se conformer aux normes universelles. Mais revenant tout à l'heure, quand on parlait des réformes, surtout quand ce qui concerne les élections locales, il y a la question du découpage électoral. Voilà, qui est aujourd'hui en jeu. Je crois s'il faut le faire convenablement, s'il faut avoir une commune de 100 000 personnes, il faut que ça soit une commune de 100 000 personnes un peu partout, de Lomé jusqu'à Sinkassé. Si c'est 50 000, il faut qu'on sache que cette commune-là, c'est 50 000 habitants. Donc quand on le fait comme ça, on ne peut pas avoir une commune de 10 000 habitants, une commune par ailleurs de 20 000, une commune par ailleurs de 50 000. Je crois quand même que nous sommes sur un territoire où il faut qu'il y ait de l'équité. Donc je crois quand même que c'est le problème qui se pose. Combien de communes allons-nous avoir? Les cantons, les préfectures qui sont nouvellement créées. Voilà. Quelles sont les conditions qui sont respectées? Donc, je crois quand même que apprenons à faire les choses selon l'art, pour que le Togo ne soit pas un pays atypique, un pays où vraiment on se singularise dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, je crois quand même que
le chef de l'État a lancé c'est une bombe, a lancé avec les chefs traditionnels. Il revient maintenant. Je dis, il revient aux acteurs politiques, notamment l'opposition, de se ressouder, de dire, mais écoutez, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais on ne va pas se contenter de dénoncer seulement, de rester seulement figé. Il faut qu'il y ait des actions. Voilà. S'il n'y a pas des actions, on sera surpris qu'on ira encore aux élections et c'est toujours le même cycle infernal. Monsieur Akoumé, la préfecture d'Agoué, quelle réaction cela suscite au sein de votre parti, la création de cette nouvelle préfecture? C'est vraiment ridicule. Ce qui est sûr, je l'ai dit tantôt, c'est le rôle régalien quand même de l'État de créer des préfectures. Si on parlait des communes, tout ça, là, comme l'a dit le pasteur Edo, on pourrait toujours en débattre, voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, faire les découpages, que ça soit équitable. Mais il faut reconnaître que les passages en force ne passeront plus au Togo. Nous nous organisons. Ce n'est pas quand même l'occasion de venir déballer tout sur ce plateau. Mais il faudrait comprendre que l'opposition togolaise, quand même, a tiré le son de cette déconvenue passée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, comprenez que les choses ne seront plus comme avant. Si le RPT uni veut tenter encore, comme on dit, un passage à force, il trouvera garçon devant lui, comme le disent les Ivoiriens. Je suis clair et je m'arrête là pour l'instant. Voilà, on va quand même avancer avec toujours ce problème au Togo. On parlait d'un instant à l'autre de la division, de cette scission au sein de cette opposition. Mais on va revenir même au problème au CAR. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité de près dans ce parti. Comment vous commentez un peu cela, l'actualité au sein du CAR? Une partie maître de Diapévon, une autre partie, de l'autre côté, nous avons M. Agboibo qui veut revenir d'après la presse. Oh, c'est vrai, les grands hommes politiques ne meurent pas. Mais je crois quand même qu'à certains moments, il faut savoir se donner raison pour ne pas se faire ridiculiser. Je crois quand même que Maître Hervé Agboibo, sincèrement, à son âge, aujourd'hui, c'est vrai quand même en politique qu'on ne parle pas de l'âge parce que vous avez Robert Mugabe qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui est au pouvoir. Mais je crois quand même que le cas, compte tenu de l'idéologie qu'il a toujours véhiculée, il n'est pas quand même opportun qu'on puisse penser au retour de Maître Agboibo au cas. Je crois quand même que ces intentions-là ne sont pas les bienvenues. Et aujourd'hui, le cas est tellement fragilisé, fracturé. Vous savez, c'est tout ce qui se passe a un fondement spirituel. Qu'est-ce que je voudrais dire? À certains moments, lors de la dernière présidentielle, nous avons vu la position un peu malencontreuse de cas, si j'ose m'exprimer. Et ça fait qu'aujourd'hui, le cas est en train de connaître des tourments, sachant que tout se paie ici-bas. Voilà. Vous parlez entre-temps, M. Akoumé, de l'union de l'opposition. On voit un peu ce qui se passe au cas. Est-ce que ça ne va pas contribuer à saper vos efforts pour l'aboutissement des réformes? Pas du tout. Le Parti des démocrates a ses principes. Ne pas venir sur un plateau et parler d'un autre parti politique. Nous reconnaissons ce parti-là comme un parti de l'opposition. Voilà. Ce que nous devons savoir, les histoires au cas, il ne faudrait pas trop que les gens tentent d'amplifier les choses. Le phénomène est là, il est visible. Le phénomène est là. Avec des lettres internes. Une cuisine interne, mais elle n'a pas été transposée. Elle a été transposée sur la place publique. Donc de toutes les manières, les acteurs qui se retrouvent dans le cas sont des gens aguerris, sont des gens responsables. Et au parti Les Démocrates, nous osons croire que... Est-ce que maintenant, ces problèmes, ces dissensions internes au sein de ce parti ne va pas contribuer à saper les efforts de l'opposition, comme vous parlez tantôt pour l'aboutissement des réformes? Comme je l'ai dit tantôt, c'est des gens se réfléchissent. Ils savent ce qui nous attend. Il ne faudrait pas se tromper de combat maintenant. Ils savent
à quel combat nous devons quand même nous atteler pour que le peuple togolais retrouve le sourire. Donc, je crois que ça va que n'amplifions pas les choses. Ça va se régler. Les gens au cas, non, quand même, ils sont respectables. Voilà. Moi, je crois que lui, il est un acteur politique. Politique, voilà. Donc, et sa position en tant que... Moi, je suis un défenseur de l'homme. Voilà. Et moi, je parle en fonction de ce que des analyses que nous faisons. Il a bien fait de ne pas vouloir parler du CAR ici. Et il a même exhorté les dirigeants du CAR à régler leurs problèmes. Mais c'est que quand, au jour le jour, le problème se... C'est vous qui l'amplifiez. Je dis quand pas un constat, les gens le font. Et on doit arrêter ça. Au jour le jour, le problème se transpose sur la place publique. Est-ce que nous pouvons leur dire, c'est que désormais, que c'est assez maintenant, il faut qu'ils retournent vraiment à la cuisine. Parce que là, c'est sorti de la cuisine. Il faut qu'ils retournent à la cuisine et que décidément, au sein de CAR, qu'il puisse y avoir de la sérénité. Mais tout compte fait, ce que tout royaume, tout parti politique doit connaître ces genres d'événements pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir grandir. Oui. Si tel est le cas du CAR, bon, nous croisons les doigts et nous observons, on verra la suite. Voilà, nous allons, mesdames et messieurs, avancer dans des échanges et parler peut-être un peu de ce problème toujours au sein de cette opposition. On parlait du chef de file de l'opposition, ce titre qui est contesté par, comme on appelle, une partie de l'opposition. Mais cela ne devrait pas être le cas, M. Akoumi. Évidemment. Le Parti des démocrates a reconnu quand même à l'institution, ou bien l'institutionnalisation du chef de file de l'opposition, un acquis considérable, non négligeable, que dans l'opposition, la carte politique de l'opposition doit se servir pour parler d'une seule et unique voix. Et c'est notre vœu le plus cher. Et du moment où un profil a été dessiné, je crois savoir qu'on n'a plus besoin de polémiquer là-dessus. On vous dit, si tu as 15 de moyenne, tu vas bénéficier d'une bourse. Est-ce que tu as besoin d'attendre qu'on vienne citer ton nom avant de te dire que tu es éligible à cette bourse? Du moment où tu as la moyenne, donc d'emblée, tu sais que tu peux, n'est-ce pas, avoir cette bourse. En échangeant avec d'autres personnes, ce qui est clair et que nous devons savoir, on ne nous a parlé que des avantages et autres de ce chef de file de l'opposition. Nous préférions que le pouvoir en place, si il est de bonne foi, on prend un décret en bonne et due forme pour, n'est-ce pas, consacrer la personne qui a la moyenne, chef de file de l'opposition, et que cette personne aussi, avec la manière et la bonne foi, essaie quand même de drainer, n'est-ce pas, ses camarades avec lui pour parler d'une seule et unique voix. Et je crois savoir que c'est le peuple togolais qui en sortirait gagnant. C'est une bonne chose d'avoir un chef de file de l'opposition, en tant que porte-parole de l'opposition, qui puisse non pas se porter en veto, qui puisse s'imposer à tout le monde, mais qui puisse conduire les choses pour qu'il y ait la sérénité au sein de l'opposition. C'est une bonne chose. Mais ce qui est, c'est que depuis cette annonce-là, nous avons écouté beaucoup de choses. Mais cela n'est pas de nature, à faire grandir l'opposition togolaise. Moi, comme il a dit tout à l'heure, si donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, depuis un certain moment, selon toutes les analyses et les commentaires, il y a lieu aujourd'hui que cette personne-là soit consacrée, qu'on dise exactement comme il le dit, que nommément, jusqu'aujourd'hui, il y a tout un flou, on ne sait pas qui est qui. C'est vrai quand même que le parti qui a plus de députés à l'Assemblée nationale, donc il revient à ce parti-là de bénéficier de ce statut de chef de file de l'opposition, mais il y a lieu quand même qu'on nous dise nommément un décret formel un décret formel pour dire monsieur tant est le chef de file de l'opposition. Donc ça viendrait quand même couper court à toutes ces démarches-là qui sont inopportunes, parce que aujourd'hui, en voyant la situation, le dessein
l'image aujourd'hui de cette opposition, on sait qu'on peut présager celui qui peut être le porte-parole, le chef de file de l'opposition. Mais comme il semble avoir un flou, il faut ôter, il faut lever le flou là pour qu'il y ait de la lumière et que tout le monde sache qui joue quel rôle dans l'opposition. Voilà. Donc il n'est plus, ça ne doit plus quand même être à l'actualité. Voilà. Mais Monsieur Gérard Koumès, d'après vous, l'opposition est unie, donc maintenant il y a plein de choses à faire. Nous de la même maison. Voilà, que ce soit Kodjo, effectivement, elle est unie, l'opposition, même si elle est plurielle, mais il y a plein de défis qui vous attendent pour que nous puissions vraiment avoir ces réformes-là. Il y a plein de défis qui vous attendent sur le terrain. Quel défi? Moi, j'ai tantôt parlé des réformes. Pour les histoires de réformes, c'est une question de bonne volonté. Les choses sont là, il faut les appliquer, puis point barre. Donc, quel défi? Le défi qui reste à l'opposition, c'est d'abord essayer quand même de définir un programme très clair que le peuple peut comprendre, un programme qui puisse quand même éclairer la lanterne des uns des autres. Les gens sont là développés à chaque élection et tout ça. C'est parce que les choses sont biaisées. On ne tente pas surtout d'aller vers les programmes parce que, comme on le dit, qu'on le veuille ou non, quand vous lisez entre les lignes, ce que la classe politique de l'opposition produit comme projet de société, en tout cas, ça fera quand même grandir ce Togo. Voilà. Dernier, nous allons mesdames et messieurs aborder la dernière ligne droite de cette émission avec notre tout dernier sujet qui est consacré aux conditions de vie carcérale. Comme je le disais, nous avons des personnes averties qui connaissent bien ce milieu. Pasteur Edo Kwame, vous y avez séjourné même, je sais pas. Voilà, oui, bien sûr, je viens de sortir de la prison. Voilà. Donc après presque une vingtaine de jours. Voilà. Je peux vous dire que la prison, les conditions carcérales au Togo sont à redouter. En ce sens que ces conditions-là ne s'y prêtent pas à des milieux de vie. En 2012, j'y étais déjà pour les mêmes causes. De 2012 à 2016, je reconnais quand même sincèrement que en tant que défenseur des droits de l'homme, il y a des choses qui sont faites. Parce qu'en 2012, il n'y avait pas vous prenez des cellules, il n'y avait pas de ventilateurs. Aujourd'hui, il y a des ventilateurs un peu partout dans ces cellules-là. En 2012, il n'y avait pas comment vous les appelez, ces surveillants, les surveillants pénitentiaires qui sont là aujourd'hui, qui sont des gens bien formés pour la circonstance et qui développent de très bonnes relations avec les prisonniers. Ce qui n'était pas le cas où il y avait des gens qui étaient, des gardes de préfecture, mais qui étaient des militaires, qui ont des formations trop militaires et qui brutalisaient les prisonniers, qui brutalisaient les détenus, mais ce n'est plus le cas. Donc il y a quand même des relations très étroites entre les prévenus, entre les détenus et ces surveillants pénitentiaires. Là, c'est des acquis qu'il faut saluer. Mais ce qui est, c'est que quand vous prenez les conditions de détention, vous prenez par exemple la prison civile de Lomé, il y a plus de 2000 prisonniers, plus de 2000 aujourd'hui, pour un espace qui doit contenir seulement 600 à 650 personnes. Vous voyez le triple. Donc, ce qui fait que les conditions de vie sont difficiles, où les gens dorment comme des sardines dans une boîte. Au XXIe siècle, il faut quand même que nous pas dénoncer seulement, mais il faut que nous disons quand même, nous apportons notre pied à l'édifice. Donc, à dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous prenez par exemple, moi je me rappelle que le 11 mars dernier, le jour où j'étais déféré à la prison civile de Lomé, il y avait un prévenu qui a été déféré le même jour, le lendemain. Le lendemain, le 12, il est mort très matinalement, il est mort très tôt le matin parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. Et il n'a pas eu cette habitude de vivre où on vous met dans des conditions difficiles de vivre. Donc je crois quand même que ce qui a lieu aujourd'hui de faire, c'est que l'État puisse encore avoir plus de volonté. Il y a quelque chose qui est fait, mais il faut avoir plus de volonté. Vous prenez la ration alimentaire, par exemple. La ration alimentaire, c'est un repas par jour. Mais ce repas n'est pas bien préparé.
ce repas n'est pas bien préparé et que quand vous voyez la sauce, vous voyez la pâte, vous voyez le haricot, vous voyez tout ce qui est préparé, ça, il faut dire sincèrement que on ne peut pas donner ça à manger aux êtres humains. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais pourquoi débloquer? On a débloqué de l'argent au moins pour aller payer la nourriture, pour préparer. Ça doit être quelque chose qui soit bien fait, de qualité, pour que les gens puissent manger une fois et puissent vivre convenablement. Bon, donc, voilà les conditions qui sont les conditions de détention aujourd'hui dans nos prisons. Voilà, réaction par rapport à cela, parce qu'on en parle depuis plusieurs années, les conditions d'insertion sont difficiles, comment on appelle, d'emprisonnement sont difficiles, hein, sont difficiles. Et il faut reconnaître, moi j'y ai été au temps du père. Du père, voilà. Et du père, quel père? Du père de... Personne ne sait, il y a personne de qui, vous savez. Voilà. Hein? Ouais. Au temps du père, je parlais tantôt de Yadeba. Pour votre militantisme. Certes. Votre engagement politique. J'ai été appréhendé, accusé de terrorisme, des tas de trucs. Et sous le fils aussi, ça a été le même problème. J'avais fait 17 mois dans le temps, et après 13 mois. Parce que moi, je suis allé déjà comme séjour à la prison civile là-bas. Dans le temps, il n'y avait même pas le courant. C'était les bougies qu'on utilisait, on entassait les gens comme des sardines. Aujourd'hui, on reconnaît qu'au moins il y a le courant. Et il y a la télé, les gens peuvent suivre les événements. S'informer. Mais c'est insuffisant. Très, très insuffisant. Avec la volonté, on peut mieux faire. Mais on croit savoir que c'est cette volonté-là qui manque. N'est-ce pas, à ceux qui régent ce pays. Ne veulent jamais faire les choses bien. On fait toujours les choses à moitié. Et comme le disait tantôt le pasteur Edouard Komi, pour la nourriture, c'est inimaginable qu'un être humain puisse vouloir nourrir de façon semblable avec cela. C'est inconcevable quand même dans l'ère dans laquelle nous nous retrouvons au jour d'aujourd'hui. Il faudrait quand même voir ce côté. Voilà. Et surtout, on nous parle de la surpopulation carcérale. Qu'est-ce qui cause cette surpopulation carcérale? J'en venais d'ailleurs. On me parle d'outrage à magistrat. Est-ce qu'on a, n'est-ce pas, mis comme étiquette sur le passage de commis pour l'envoyer en prison? Consciemment, honnêtement. Est-ce que ces magistrats-là peuvent me dire qu'ils font très bien leur travail? Pour aujourd'hui me parler d'outrage à magistrat. Si vous faites bien votre travail, quand quelqu'un dira quelque chose, on pourrait quand même trouver matière à le voir. Mais quand vous faites mal votre travail, on ne peut qu'en parler. C'est leur faute si les gens sont nombreux là-bas. Premièrement. Comment? Parce qu'ils ne traitent pas les dossiers. Il y a certains qui sont même oubliés là-bas. Il y a des années, ils n'ont même pas de dossier. Ils font semblant des fois d'aller demander à ce qu'on recense ceux qu'on n'appelle plus jamais. Parce qu'on ne peut pas être en institution plus de 20 ans. Le juge même ne sait plus que la personne existe. C'est inimaginable. Vous, les défenseurs des droits de l'homme, et j'aimerais aussi en arriver à un truc. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait comprendre aussi que le prisonnier a des droits. Quelqu'un qui rentre là-bas et meurt, on fait quoi à la famille? Est-ce qu'il est dit que quand tu t'envoies en prison, tu dois mourir? Oui. Non. Vous, les défenseurs des droits de l'homme, vous devez quand même faire ce travail-là. Pour démontrer aux gens que le prisonnier aussi a des droits. Et il faudrait maintenant que nous puissions quand même respecter ces droits. C'est la raison pour laquelle nous le disons, nous sommes formels là-dessus. Essayons quand même de faire bouger les lignes pour que la main passe. Et là, les gens jugeront s'il y a une différence ou pas. Donc, le problème pourra aussi être résolu avec les prisonniers. Si par exemple les magistrats faisaient bien leur travail, c'est ce que vous voulez dire? Si les magistrats faisaient bien leur travail, premièrement, il n'y aura pas cette surpopulation carcérale. Et surtout que il n'y a pas quand même cette volonté-là de faire bien les choses. Voilà, alors, moi, je crois quand même que le surpeuplement, comme il a dit, c'est vrai quand même qu'il y a des gens qui sont là pendant des années, qui sont oubliés.
Et nous avions déjà proposé qu'il y ait des audiences foraines, qu'on puisse évacuer des dossiers, parce qu'il y a des gens qui sont là pendant longtemps, justement, comme il le dit. Moi, j'ai eu à écouter beaucoup de personnes qui sont là, qui sont oubliées. Les dossiers ne sont plus, ils ne sont plus écoutés, ils n'ont jamais été entendus. Et cela fait que, pour des cas, des petits trucs, les gens se retrouvent en prison. Et ce qui est encore, ce que nous avons vu tout dernièrement, et ce qui nous pousse aussi à dire que on ne peut pas se mettre à déférer les gens en prison n'importe comment. Voilà. Parce que vous prenez quelqu'un que vous envoyez en prison, vous ne connaissez pas son état sanitaire. Vous l'envoyez en prison. Par exemple, celui qui est mort tout dernièrement, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est que si on l'avait examiné, on n'aurait pas pu l'envoyer, déférer en prison, on aurait pu l'envoyer au Cabano, là où il y a les malades, les prisonniers malades, ou bien à l'infirmerie, pour le traiter, pour l'examiner, avant de l'envoyer en prison. Il aurait pu survivre. Et donc, comme il le dit, je crois quand même que je ne veux pas. Moi, je suis sous contrôle judiciaire. Voilà. Je suis sous contrôle judiciaire. Je ne veux pas trop parler des magistrats, mais je crois lui est un acteur politique. Il a dit quelque chose de très important. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je crois quand même que j'ai appris beaucoup de choses avec ces 20 jours d'incarcération, et cela me permet de dire que je peux jouer ce rôle désormais d'ambassadeur de ces prisonniers, parce que j'ai vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Et surtout quand vous prenez de la santé, de l'état sanitaire de ces prisonniers, l'infirmerie est dégarnie, apparemment il n'y a pas grand chose là-bas, il n'y a que des médicaments, des paracétamol et autres, il n'y a pas grand soin là-bas. Mais quand on vous envoie au Cabano, le Cabano c'est pire. Allez voir le Cabano, l'état dans lequel se trouve le Cabano, ce n'est pas normal. Les prisonniers sont enchaînés, et quand vous y rentrez, apparemment, le lieu même ne prête pas, ce n'est pas un milieu de vie, un milieu de vie. C'est tellement, on ne peut pas, les gens ne peuvent pas être malades, on les met là-bas. Et d'abord ça va empirer l'état de santé, parce que le lieu est impropre. Ça, il faut le dire, ça, sincèrement, il faut le dire, ça, je le dis et j'assume, et je ne crois pas que on peut sauver des vies comme ça. Il a dit tout à l'heure, on n'envoie pas des gens en prison pour que les gens meurent, c'est que les gens apprennent des leçons. Il y a beaucoup de personnes qui ont appris leurs leçons là-bas. Ils ont déjà appris leurs leçons. On peut facilement les libérer et les laisser et les insérer dans la vie active. Ils constitueront des ressources humaines importantes pour le Togo de demain. Bon, donc, aussi, faudrait-il, par exemple, vous prenez le truc de la prison de Palimé. La prison de Palimé qui a été reconstruite tout nouvellement. Bon, dans cette prison-là, je crois rapidement, il faut quand même qu'on pense rapidement à décongestionner la prison civile de Lomé, à envoyer déjà, parce que tous les prisonniers de Palimé, de Kévé, tout ça là sont convoyés vers Lomé. Donc, il faut revoir rapidement ça aussi et essayer de donner quand même pour que les gens puissent avoir des conditions de vie favorables avant quand même qu'ils ne ressortent. Mais si on désengorge les prisons, ça ne résout pas le problème, parce qu'il n'y a pas de politique même de réinsertion. J'aimerais en venir. Parce qu'il n'y a aucun suivi. Ils vont se dire peut-être que, comme il y a une population carcérale qui est pléthorique, on n'a pas les moyens pour suivre tout le monde. C'est un faux problème. C'est quand on prend les trucs cas par cas. D'abord, au niveau même de la police judiciaire qui envoie les gens en prison, il y a même des sujets qu'on peut facilement résoudre là-bas. Mais je ne sais pas par quelle alchimie on veut toujours envoyer les gens en prison. C'est inconcevable, il faudrait qu'on change ces méthodes-là. C'est comme s'il y a un intérêt à envoyer les gens en prison. Intérêt, on ne sait pas. Hein? Non, c'est comme si. C'est comme si. Donc il faudrait que vous, les journalistes, vous fouillez là-dessus pour voir quel intérêt ils ont à envoyer les gens à chaque fois en prison. Parce que c'est un problème quand on demande à ce que la police judiciaire enquête, on peut voir les contours. Et si on peut régler, on règle. Il suffit d'amener la personne devant le juge et séance tenante, c'est réglé. Mais des fois, quand on envoie les gens au niveau du parquet, il suffit seulement de prendre les dossiers, on les envoie en prison. Le juge se devait de voir en même temps ce qui est écrit là-bas. Et s'il faut libérer les gens, séance tenante. Parce que quand on t'envoie là-bas, il faut 2-3 jours avant que le dossier même ne soit bien vu par un magistrat et qu'on te fasse appel. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement criade qu'on doit, n'est-ce pas, décrier pour que les choses changent au Togo. Nous voulons que le Togo soit un État normal. Faisons tout pour que ça puisse arriver. Mais maintenant, quand on revient sur la politique de réinsertion de ces prisonniers, elle n'existe quasiment pas. Elle n'existe pas, on nous parlait des moyens. Et quand
On dit l'Union européenne avait avancé des fonds. On nous parle que ces fonds, c'est seulement pour la rénovation, puisque les nourritures ne sont pas bonnes. Quelle récession on peut faire? On nous dit qu'il y a des ateliers. On nous dit qu'il y a des ateliers maintenant, qu'on essaie de former les gens. Le grand problème même, c'est le fait de ne pas sérier les prisonniers selon les cas qui les amènent là-bas. Voilà. Du moment où un petit racketteur, on le met avec un grand criminel, il va apprendre la criminologie, comment je parle pas de criminologie, la criminalité, et il ressort maintenant pour être un grand criminel. Ce n'est pas normal. Voilà. Parce que le fait de sérier, je crois que c'est très important. Parce que, vous savez, par exemple, moi en tant que leader d'opinion, un défenseur des droits de l'homme, on m'envoie en prison et puis on me met parmi les bandits de grand chemin, on me met parmi les criminels. Vous voyez, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et encore plus, comme il a dit tout à l'heure, vous prenez il y a des comment on l'appelle, des gens de trucs mineurs, hein, comment on l'appelle, il y a un terme juridique, c'est-à-dire des petits voleurs. Hein. Enfin, il n'y a pas de petits voleurs, mais des petits voleurs. Des criminels. Oui, des criminels. Voilà. Qu'on met délits mineurs. Oui, déjà le délit mineur, qu'on met avec des gens des délits majeurs. Ben, le mineur ne peut qu'apprendre chez le majeur. Et quand il apprend, il va sortir. Il va appliquer. Il va sortir, il va appliquer. Donc, il faut sérieux mettre les gens selon leur degré de délit. Et ça permettra d'empêcher que les gens ne sortent et qu'ils deviennent des bandits de grand chemin. Donc, cet aspect-là est très important. La politique d'insertion, c'est vrai quand même qu'il y a des gens quand même qui se débrouillent. Il y a des gens, des artisans, il y a des artisans, où il y a des petits ateliers où on essaie quand même d'insérer les gens. C'est aussi quand même des petits actes qu'on voit, mais qui ne sont pas de grande portée parce que sur toute l'étendue du territoire national, cette politique-là n'est pas visible. Donc, quant à ce qui me concerne, je profite de votre antenne justement pour remercier tous ceux qui de près ou de loin, les médias, vous, les partis politiques, les associations de défense de l'homme et de la société civile, qui ont contribué jusqu'à ce que notre cause soit entendue et que nous soyons libérés. Mais une fois encore, c'est pour vous dire que rien de tout cela ne nous empêchera de continuer notre engagement et notre détermination pour la cause des déshérités, la cause des opprimés et surtout la défense des droits de l'homme. On va croiser les doigts peut-être pour que tout ce que nous avons relevé sur ce plateau puisse être pris en compte parce que c'est vraiment important que nous puissions vraiment retrouver une solution à ce problème, à tout ce qui entoure cette justice carcérale. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, j'aimerais peut-être vous poser une question sur l'État un peu. Aujourd'hui, c'est la menace terroriste qui plane un peu partout dans l'Afrique. Est-ce que, d'après vous, l'État fait assez quand même pour prévenir les Togolais de cette menace? Le Togo est une dictature. L'État même terrorise la population. Et quand on parle de Boko Haram et consorts, c'est petit devant ce que nous vivons au Togo. Vous devez savoir qu'il y a un rapport qui est sorti la fois dernière, classant le Togo parmi ces pays-là où les gens ne sont pas heureux. Il y a encore Mango. Vous avez quand même appris que ce matin encore, on ne sait pas quelle alchimie on veut nous imposer quand même un état de terreur. Ça ne passera plus au Togo. Mais quoi qu'on dise, les histoires de terrorisme, les histoires de djihadisme et autres là, c'est les injustices qui créent ça. Voilà. Essayons de limiter les injustices. C'est cet aspect de développement qui nous intéresse plus. Et nous évoluerons. Voilà. Pasteur Ido. C'est vrai que le terrorisme a pour terreau. C'est le terreau sur lequel grandit le terrorisme, pousse le terrorisme, c'est les injustices sociales. Et dès que les injustices sociales ne sont pas évitées, ne sont pas réglées, je crois qu'on ne pourra jamais venir à bout du terrorisme. Aucun État ne peut se préparer contre le terrorisme parce que, en voyant ce qui se passe dans les grands pays aux États-Unis ou les grandes puissances, on ne peut pas prévenir cela. On ne peut pas prévenir. C'est des actes qui sont bien préparés, qui sont inopinés. Voilà. Et je crois quand même que mais cela ne peut pas empêcher l'État de prendre des mesures en amont pour pouvoir peut-être rendre mineur, enfin, je sais pas, pour pouvoir non pas contrecarrer, mais pour éviter que minimiser les risques. Donc, si, comme il a dit tout à l'heure, nous devons veiller à ce que nos peuples, les peuples d'Afrique, ces peuples-là,
puissent manger à leur faim, puissent aller à l'école, puissent se faire soigner. Je crois quand même que en cela, les gens pourraient être plus aguerris pour dire que s'il y a une menace contre mon pays, je peux m'engager contre ma vie. Nous avons des ressources énormes. Je peux m'engager pour que cela n'arrive pas. Donc, il revient à nos dirigeants, surtout au chef de l'État togolais, de prendre des mesures pour que les injustices sociales, tout ce que nous vivons, les cris des Togolais puissent être entendus et que quand même son mandat social puisse être voilà, un mandat social, on ne voit rien. Son mandat social puisse être visible. Voilà, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que j'étais avec vous, Pasteur Ido Kwame, vous êtes le président fondateur. Président du mouvement. Voilà, président du mouvement Martin. C'est lui qui est fondateur. Effectivement. Président du mouvement Martin Luther King. Merci et ce fut un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous aussi. Voilà. Merci également à vous, M. Jiré Akoumé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Parti des démocrates. C'est ça. C'est un réel plaisir. Voilà. Et surtout que j'étais sur le plateau avec défenseur des droits de l'homme qui a été encore victime de ces violations des droits de l'homme. Vivement que le Togo grandisse. Voilà. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir. Au revoir.